Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale sur des actions européennes et même sur des grosses capitalisations européennes, notamment des indices Stock Europe 600 et Eurostock 50. J'ai pris pour trouver ces actions, j'ai mis des filtres sur le site TradingView avec tous les pays limitrophes de nous, que ce soit le Benelux, donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Portugal par exemple. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les mêmes critères, les critères essentiels et les critères supplémentaires concernant les dividendes. Toujours pareil, si vous ne connaissez pas encore tous ces critères, je vous ramène vers la vidéo qui les présente en détail. Je vous montre qu'il y a déjà quelques sociétés telles que ASML Holding, telles que AB InBev, Prosus par exemple, qui ont été traitées, mais ça vous permet, comme ça au fur et à mesure que je parle, de voir la liste des actions qui vont être des sociétés qui vont être analysées et aussi de toutes les sociétés du côté notamment des Pays-Bas et de la Belgique qui ont déjà été analysées car déjà demandées dans les commentaires, et ça me permet de vous rappeler que vous pouvez effectivement demander des analyses d'actions, que ce soit françaises, que ce soit européennes ou que ce soit américaines, dans les commentaires, car c'est tous les fichiers que je fais au fur et à mesure et toutes les analyses que je fais au fur et à mesure et dont je ferai les mises à jour, puisque vous voyez qu'il y a les dates de mise à jour. Et donc on va vérifier juste que tout soit bien parti au niveau du live, mais ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Et du coup, eh bien, je commence de suite avec la société Nestlé. On va sur Boursorama avec le ticker NESN. On peut voir que Nestlé, c'est pas éligible sur Boursorama, en tout cas au PEA, mais c'est même pas éligible du tout, sauf peut-être exception que je ne connais pas, mais tout simplement parce que vous voyez son siège social est en Suisse pour cette société. Allons mettre en grand les informations sur Nestlé, et Nestlé, c'est tout simplement le premier groupe alimentaire mondial. Le chiffre d'affaires par famille de produits se réparti avec tout d'abord les boissons en poudre et liquide qui représentent 27,5% de ce chiffre d'affaires. On trouve ensuite les aliments pour animaux de compagnie, 17,9% du chiffre d'affaires. Les produits pharmaceutiques de nutrition et de bien-être représentent 15,1% du chiffre d'affaires. Les plats préparés produits d'assaisonnement, 13,9% du chiffre d'affaires. Les produits laitiers et crème glacée, 12,3%. Le chocolat et confiserie biscuits, 8,6%. Eau conditionnée, 4,7%. Vous voyez une bonne répartition ici des familles de produits. En plus, vous voyez, même si je n'ai pas été, il y a plein de marques qui sont indiquées partout, même si je n'ai pas été dans le détail. Et du coup, ça c'est bien pour avoir tout un pricing power, pour faire du mal à la concurrence, pour être justement impossible à concurrencer. Et c'est toute une image de marque qui va porter la société. La répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est 1,3% en Suisse, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord représente 28,3%, les États-Unis 30,2%, l'Amérique 14,7%, la Chine 6,4%, l'Asie, Océanie, Afrique subsaharienne 19,1%. Donc en plus de la diversification au niveau des différents produits, vous voyez que la répartition géographique du chiffre d'affaires est très bonne, et du coup, pour cette grosse capitalisation boursière du côté de la Suisse, nous pouvons mettre divers côté business. Si nous allons sur le site TradingView, nous pouvons voir que Nestlé est mis dans le grand secteur des produits de consommation non durables, et plus précisément dans l'alimentation, grande entreprise diversifiée. Nous allons garder le produit de consommation non durable pour le secteur. Comme nous avions pour AB InBev, du coup je peux faire un copier-coller tout simplement. La capitalisation boursière, nous la trouvons sur le site TradingView, vous la voyez sur la fiche de la société, et nous avons ici en francs suisses 293,711 billions, donc des billions c'est des milliards, donc 294 milliards si on arrondit, en francs suisses. Et vous voyez, je vous ai mis ici un franc suisse aujourd'hui, c'est égal à 1,01 euro, donc pas de grande différence entre les deux monnaies. 294 milliards de francs suisses. 294 milliards et du CHF pour le franc suisse. Si c'est bien ça.
L'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices pour la société Nestlé. Donc sur le site TradingView, sur les éléments financiers, dans la partie finance, dans ce qui a été déclaré, vous avez les semestriels si vous voulez le détail, mais nous on se focalise sur l'annuel et nous regardons dans un premier temps ce qu'ils appellent revenu total qui correspond au chiffre d'affaires et ensuite les bénéfices, le revenu net. Les courbes en bleu, du coup, eh bien, on a l'air d'être plutôt un peu descendant, puisque nous étions à 89,59 billions et nous passons à 87, donc une petite diminution sur 5 ans. Sur 3 ans, ça a l'air d'être effectivement en diminution aussi, puisqu'on passe de 92 à 87, puisque ça augmente sur les 3 premières années, et en fait ça descend avec la crise Covid, la pandémie Covid en 2020, et ça remonte un petit peu après. Donc c'est en diminution sur 3 ans, en diminution sur 5 ans, mais pas complètement en diminution puisque ça remonte et puis ça a descendu d'abord entre 2019 et 2020 et ça commence déjà à remonter. Et c'est donc un critère que nous allons mettre en orange. Et nous passons de 89,59 à 87,09. 89,59 à 87,09, la diminution est de 3%. Donc ce n'est pas une grosse diminution, mais c'est une petite diminution tout de même à noter. L'évolution des bénéfices, donc la partie en rouge, ça a l'air de mieux se passer puisque la barre ici a l'air d'être plus grande. 7,16 billions en 2017, 10, 13, 12, 61, 12, 23. Donc ça a un peu diminué entre 2019 et 2020 quand même. Et par contre, on passe jusqu'à 16,91 billions. Du coup, c'est en augmentation sur 3 ans, en augmentation sur 5 ans, puisqu'on voit que le seul moment où ça diminue un petit peu, c'est entre 2019 et 2020. C'est ce que nous allons mettre du coup en vert clair pour noter le petit bémol dans cette hausse, mais sinon, ça progresse de 7,16 à 16,91. 7,16 à 16,91, la hausse est de 136%, donc là c'est même une hausse importante pour les bénéfices sur les 5 dernières années. Du coup, eh bien, la société elle a réussi à faire des bonnes marges avec du pricing power ici, parce que tout en diminuant son chiffre d'affaires, elle a réussi à augmenter largement ses bénéfices, probablement grâce à ses marques notamment. Du coup, ce qu'il faut aller voir maintenant, ce sont les prévisions pour ces deux critères de chiffre d'affaires et de bénéfices pour les années à venir, pour aller voir ce qui peut se passer, puisque les investisseurs, je vous le rappelle, ont tendance à anticiper un peu ce qui va se passer. Nous avons sur le site TradingView la partie prévision ici, on va déjà avoir les analystes qui vont se prononcer sur un an, sur le cours de bourse, comment ils imaginent ça, et ils sont plutôt positifs avec 11,26% de hausse en moyenne. Sur les trois derniers mois, les analystes qui se sont prononcés sont effectivement à l'achat, et le bénéfice par action, lui, est en augmentation année après année, comme vous pouvez le voir, dès 2022, que les résultats ne sont pas encore là, ils vont arriver quand? Le 16 février, donc c'est très bientôt. 4,18, 5,05, 5,46, 5,81. Donc vous voyez déjà que la partie bénéfice ici, même si là c'est du bénéfice par action au niveau des prévisions, mais la partie bénéfice ici devrait rester positive, au moins en vert clair, voire peut-être même sur du vert. Au niveau du chiffre d'affaires, et bien là aussi vous voyez on voit la diminution qui est ici, mais ça va reprendre, on va repartir à la hausse, 94, 97, 101, 105. Et on va être dès 2022, donc dès cette année, en fait, on est au-dessus de 2019, donc au-dessus du niveau pré-pandémie. Et ça, c'est du coup très intéressant. Donc la tendance ici en orange, elle est due juste à la crise Covid, mais du coup, elle va repartir complètement en vert pour ce critère également. Et tout ça, c'est des bonnes nouvelles qui peuvent faire porter le cours de bourse à la hausse. Justement, ce cours de bourse, allons le voir, son évolution sur les 5 dernières années. Donc cette fois-ci, nous allons sur Google Finance pour mettre le cours sur 5 ans de Nestlé. Et vous voyez que l'évolution est de 44,55% sur 5 ans. C'est donc une évolution de plus de 5% par an en moyenne. Et c'est donc quelque chose qui va en vert. Si nous prenons sur 3 ans, nous sommes le 10 février. Est-ce que j'ai quelque chose? J'ai le 7 février qui est le plus proche. Sur les 3 dernières années, là la hausse n'est que de 0,44%. Vous voyez, ça a un peu plus hésité ces derniers temps. Et du coup, eh bien, ça va venir mettre un petit bémol au critère, puisque nous allons afficher en vert clair ce critère, puisque là, sur les 3 dernières années, c'est moins de 5% par an de hausse. C'est n'empêche en toute petite hausse, c'est vraiment minime. Mais du coup, nous allons afficher 45% en vert clair.
C'est plutôt haussier. Le PER pour Nestlé, avec des bonnes prévisions comme ça, est-ce que les investisseurs vont aller dessus? Si nous allons sur la liste, le PER, le PE, l'indice de cherté, il est ici, hein, c'est donc l'indice du cours de l'action sur les bénéfices. Le ratio cours sur bénéfice, exactement, voilà comment il s'appelle, il est à 18,61, c'est donc dans notre zone moyenne, c'est la zone qui va de 17 à 25 et la zone que nous mettons en jaune, nous allons l'afficher à 19 dans cette zone-là. Est-ce que j'ai déjà, oui, j'ai déjà un PER en jaune qui était Prosus. Et là, c'est à 19. Et donc, du coup, ce critère vient conclure des critères essentiels qui sont plutôt positifs, même pas mal positifs du tout, pour ce groupe Nestlé. Et cela devrait se continuer avec les perspectives qui sont bonnes et même un PER qui n'est pas trop pricé pour des tels bénéfices et une telle augmentation. Et donc, un titre qui apparaît comme étant solide sur ces critères essentiels. Voyons voir comment Nestlé gère ses dividendes. Nous allons retourner dans la partie financière sur le site TradingView, dans la partie finance, dans la partie dividendes. Ce qui nous intéresse, c'est le montant du dividende dans un premier temps pour voir l'évolution. L'évolution a l'air d'être plutôt à la hausse. Nous étions à 2,35 francs suisses par action. On est passé à 2,45, puis 2,70, 2,75, 2,80. Ça évolue à la hausse année après année, en passant de 2,35 à 2,80. C'est un critère en vert que nous allons mettre et nous allons afficher une hausse de 19%. Donc une hausse pas énormissime, mais une hausse sympathique sur 5 ans, surtout si vous aviez le cours de bourse qui va augmenter de 45% et une hausse de 19% du dividende sur 5 ans, c'est plutôt pas mal. Voyons voir le montant du dividende pour Nestlé, le rendement du dividende plutôt. Le rendement du dividende, vous voyez avec le prix actuel de l'action, il s'élève à 2,57%. Nous allons l'arrondir à 3%, il se situe dans la zone élevée de dividendes, la zone que nous mettons relativement élevée, en tout cas, pas très élevée, relativement élevée. C'est notre zone que nous mettons en vert clair et qui va de 2 à 3% de dividendes. De 2 à 3% de dividendes, est-ce que nous avions une autre action dans le cas? Oui, par exemple, nous avions Solvay qui était ici. Voyons voir avec un dividende élevé comme ça et qui a l'air d'être plutôt en augmentation, comment la société gère sa partie financière, donc le ratio de distribution pour ne pas s'endetter et pouvoir verser son dividende et quelle est la sûreté du dividende avec le ratio de paiement, c'est un autre nom de comment ça peut être appelé. Alors, ça a l'air d'être assez variable. En 2017, c'était au-dessus des 100, donc un tout petit peu au-dessus de 100%. C'est notre critère en rouge. Ça veut dire que la société n'a pas hésité à s'endetter ou à puiser dans ses réserves pour verser un dividende à ses actionnaires. Par contre, les autres années, eh bien, nous sommes dans la zone plutôt moyenne qui va de 70 à 80%. Pour 2018, nous sommes dans les zones en vert clair et même assez proche du vert pour les années 2019 et 2020. Puisque c'est la zone qui va de 60 à 70%, et nous sommes carrément en vert pour 2021, puisque nous sommes en dessous de 60%. Donc du coup, même si la société augmente son dividende peu à peu, eh bien, on voit qu'au niveau politique, elle arrive quand même à bien gérer l'augmentation, à la faire suffisamment faible pour maintenir un ratio de distribution relativement bas tout de même. Tout ça c'est assez moyen et donc du coup nous allons mettre en jaune puisqu'il y a quand même cette partie qui est au-dessus des 100%, même si c'est pas loin des 100% et pas mal de critères qui sont en vert ou en vert clair, nous pouvons mettre le critère en jaune. Pour ce critère en jaune, puisqu'il n'y a pas de grande inquiétude c'est pour ça que nous mettons en jaune, pas de grande inquiétude sur le dividende pour Nestlé, ni sur la santé financière de l'entreprise, puisqu'elle a l'air de relativement bien le gérer ce dividende, donc il est relativement sûr. D'où ce jaune et nous affichons 69%. Ça pourrait être mieux, bien entendu, mais il n'y a rien de catastrophique ici de fait pour cette société. Nous affichons la date du jour, le 10 février 2023, pour nous souvenir que ces chiffres datent de ce jour-là. Donc un dossier Nestlé qui apparaît solide sur ses critères essentiels, et côté dividende, c'est un rendement qui est déjà
relativement élevé, une société qui est déjà bien mature, un dividende qui a plutôt tendance à évoluer à la hausse et qui a l'air qui est moyennement maîtrisé, mais pas d'inquiétude là-dessus non plus, ni sur la sûreté du dividende, ni sur la santé financière de l'entreprise, d'autant plus que les bénéfices et le chiffre d'affaires sont estimés à la hausse pour les années à venir. La société suivante, il s'agit de Roche, toujours du côté de la Suisse. Roche Holding, que nous allons trouver sur la Suisse. ROG, ça me paraît pas mal. Si on met Roche, Holding, est-ce que c'est bien ROG qui nous propose? Oui, c'est bien ROG qui nous propose. C'est parfait. ROG sur Boursorama pour aller voir les informations sur l'action du côté de la Suisse, toujours. Pas de souci là-dessus. Nous pouvons dézoomer pour aller voir l'éligibilité au PEA, mais comme c'est une société qui a son siège social en Suisse, vous voyez que ce n'est pas éligible du côté du PEA pour cette action Roche Holding. La société, on peut aller voir les informations dans la société, on va retrouver effectivement le siège social en Suisse, vous voyez l'adresse. Roche Holding figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux, donc déjà ça annonce un peu la couleur. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit. On trouve tout d'abord les produits pharmaceutiques pour 77,3%, ensuite ce sont les équipements de diagnostic pour 22,7%. Donc les détails, c'est dans le détail, on va dire qu'il y a vraiment de la diversification, mais vous voyez effectivement un grand groupe pharmaceutique du monde et une belle diversification au niveau de ces produits ici. La répartition géographique du chiffre d'affaires, on trouve 1,1% du côté de la Suisse, l'Allemagne 5,9%, l'Europe 20,3%, les États-Unis 41,9%, plus élevé, l'Amérique du Nord 1,7%, le Japon 8,3%, l'Asie 12,8%, l'Amérique latine 5,3% et il en reste 2,7% ailleurs. En plus d'être un grand groupe pharmaceutique mondial, en plus d'avoir une diversification d'activités, nous avons une diversification géographique pour Roche Holding. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre du vert côté business. Nous sommes dans la partie technologie de la santé au niveau du grand secteur pour Roche et elle fait partie du sous-secteur des produits pharmaceutiques de points principaux. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur TradingView. La technologie de la santé, qu'est-ce que j'avais dans ce cas-là? Je dois bien en avoir au moins. Voilà, j'avais par exemple Argenx ou UCB qui étaient dans le même secteur, grand secteur en tout cas. La capitalisation boursière pour Roche Holding, elle s'élève à 232,895 millions, donc milliards, 233 milliards de francs suisses. Je vous rappelle qu'un franc suisse égale 1,01 euro actuellement. 233. C'est donc une grosse capitalisation boursière, c'est ça qui est l'essentiel, c'est pour ça que nous mettons du vert, puisque c'est largement supérieur à 500 millions d'euros pour ces capitalisations-là. L'évolution en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices pour Roche, allons voir les éléments financiers, allons voir les déclarations, pour aller voir les éléments qui ont été déclarés. Et vous avez les semestriels si vous voulez aller voir plus en détail, mais c'est en annuel que nous regardons, nous analysons. Toujours pareil, nous regardons tout d'abord le chiffre d'affaires, les barres en bleu, qui a l'air plutôt en augmentation. 56,85, 61,47, ça augmente, ça diminue un petit peu en 2020 avec la pandémie à 58, mais c'est quand même plus élevé que 2018. Ça remonte largement plus haut en 2021 à 62,80 et ça remonte encore plus haut en 2022 à 63,28, puisque ici nous avons les chiffres 2022. Du coup, eh bien, c'est en augmentation sur 3 ans et sur 5 ans, pas tout le temps en augmentation parce qu'il y a la petite diminution avec la pandémie entre l'année 2019 et l'année 2020. C'est donc un critère en vert clair que nous affichons. 56, 85, 63, 28. 56, 85, 63, 28, cela fait une augmentation de 11% en vert clair.
Au niveau bénéfice, est-ce que c'est en augmentation également? Allons voir ça de suite. Pas sûr. 10,50, 13,50, 14,29, donc tout ça c'est en augmentation. Ça diminue un petit peu à 13,93 et ça diminue encore à 12,42. Du coup, le pic est en 2020, le plus haut est en 2020 en tout cas. Et du coup, sur les 3 dernières années, ça diminue de 14,29 à 12,42. Et par contre, c'est en augmentation sur 5 ans. Donc c'est un critère que nous allons mettre en jaune avec cette montée sur les 3 premières années, cette diminution sur les 3 années suivantes. Il va falloir voir la tendance pour le futur. Donc un critère en jaune et ça va de 10,50 à 12,42. 10,50 à 12,42, l'évolution est de 18% à la hausse tout de même. Allons voir maintenant les prévisions pour la suite. Ces deux critères sont avec des chiffres positifs qui ne sont pas élevés, mais une tendance plutôt haussière sur le chiffre d'affaires, une tendance un peu plus neutre sur les bénéfices. Allons donc voir les prévisions pour Roche. Les prévisions, les analystes tout d'abord qui vont se prononcer sur un an pour le cours de bourse. Ils se prononcent, dès que ça va s'afficher, positivement à 22,71% de hausse en moyenne. Et ils sont effectivement, pour ceux qui se sont prononcés dans les 3 derniers mois, plutôt à l'achat. Au niveau bénéfice par action, et bien effectivement, en 2023, on va avoir un petit trou par rapport à 2022. Vous voyez que le reporté est à 20,3 francs suisses par action, hein, alors que nous sommes à 19,77 d'estimé en 2023. Ça va un petit peu diminuer. Par contre, après, ça devrait repartir complètement à la hausse pour les années suivantes. Donc attention un petit peu à cette diminution en 2023. Ça peut tasser un peu les choses. Après, je vous rappelle que les investisseurs ont tendance à anticiper, mais en tout cas, ça peut faire un peu de remous sur la partie action, hein, puisque le bénéfice par action est quand même beaucoup regardé. En termes de chiffre d'affaires, nous voyons aussi cette petite diminution pour 2023 avant de repartir sur des plus hauts ensuite. Un petit tassement entre 2025 et 2026 aussi annoncé ici. Donc globalement, eh bien, effectivement, sur la partie bénéfice, c'est là où on va peut-être avoir un petit trou, donc ça va pas tout de suite repartir à la hausse, hein. Le critère va repartir sur du vert, mais un peu plus long terme, pas sur cette année directement. Côté chiffre d'affaires, là par contre, ça va peut-être rester sur du vert clair, en tout cas, les deux critères qui sont affichés ici pourraient avoir un peu les mêmes tendances à l'avenir. Voyons voir comment ça pèse sur l'évolution du cours de bourse, notamment cette tendance sur les bénéfices à monter-descendre. C'est ça qui peut peut-être un peu faire fluctuer le cours. Avec le ticker ROG sur Google Finance, nous affichons le cours de bourse sur 5 ans. Il apparaît en vert, 24,24%. C'est pas une très forte hausse, nous sommes près des 25%, mais c'est quand même moins de 5% par an, ce que nous affichons en vert, mais on voit en plus que ça a bien corrigé là, ces derniers temps, depuis le 8 avril 2002 où il y a eu un pic, il y a eu 29% de correction. Et si je prends par rapport au 7 février, là nous avons une correction de 17,60%. Donc là nous avons une hausse sur 5 ans, une baisse sur 3 ans. Nous allons mettre ce critère en jaune à 24% et vous voyez qu'on retrouve un petit peu ce qu'on avait côté bénéfice. Avec plus haussier que baissier, mais quand même quelque chose d'assez moyen au niveau de tendance. Le PER pour Roche, est-ce qu'il va être affiché ici le PER? Non, pas de PER affiché ici, il va peut-être être affiché ici à 18,23. On va aller sur Yahoo Finance pour le vérifier. Roche Holding. Mais si ça va être bien confirmé, bah tiens, ça va s'afficher presque déjà. Le ratio cours sur bénéfice a bien l'air d'être un ratio cours d'un bénéfice dans la zone moyenne, donc quelque chose qui va de 17 à 25, c'est notre zone que nous affichons en jaune, et que nous allons afficher le chiffre 18. Un PER qui n'est donc pas trop élevé,
mais qui n'est pas non plus très à la hausse, pas une société non plus de forte croissance où les investisseurs se ruent dessus. En tout cas, ce n'est pas ce que cela montre, pas mal de critères avec une tendance en jaune ici, même s'ils sont plutôt haussiers. Allons voir du coup qu'il soit confirmé, ce rapport PE, il est peut-être un petit peu en dessous. Bon, ils le mettent un petit peu en dessous sur Yahoo Finance, prenons-le quand même à 18 ici, je ne sais pas lequel est vrai, hein, mais ça vous donne un peu une idée. Effectivement, c'est un PER qui est plutôt dans la zone moyenne, entre la zone moyenne et le haut de la zone basse, relativement peu élevé en vert clair. Voilà où vous pouvez à peu près mettre ce PER. Ah bah attendez, je peux faire peut-être ça aussi. Est-ce que si je mets Roche ici, est-ce qu'il le trouve? Non. Il n'a pas... Pourtant je l'avais déjà trouvé hein, sur le site TradingView, mais là il ne l'a pas. Bon, laissons à 18, ce n'est pas dramatique. Le titre sur les critères essentiels apparaît relativement solide, même si c'est quand même pas mal mitigé hein, ces derniers temps, avec notamment la pandémie. Et du coup, ça a peut-être fait un petit peu refluer. Il n'y a pas de grande progression à attendre et il n'y a pas de grande progression non plus pour l'avenir. On voit des hausses, mais même une petite baisse en 2023. Donc attention à ce trou en 2023 hein, qui peut peser sur le cours de l'action, mais peut-être qu'il a déjà pesé. Hein. On a vu qu'il y avait une belle correction ces derniers temps. En tout cas, ça apparaît quand même relativement solide au niveau des critères et il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la société Roche du côté de la santé. Le rendement, allons voir comment Roche gère sa partie dividende puisque ça a l'air d'être une société relativement mature. Ce qui va nous intéresser, c'est le montant du dividende. Ce montant du dividende, il a l'air d'être en augmentation année après année. 8,70, 9, 9,10, 9,30 et 9,50. Effectivement, nous passons de 8,70 à 9,50 pour un critère complètement en vert. 8,70 à 9,50. Cela fait une augmentation de 9%. Donc pas une forte augmentation, encore plus basse que celle de la société précédente Nestlé, mais une augmentation tout de même, année après année. Un rendement, le rendement par rapport au cours de bourse actuel, lui, il dépasse la zone des 3%. Nous sommes un peu quand même dans les mêmes actions, hein. Vous voyez, c'est des actions relativement matures et un dividende élevé ou relativement élevé. Et donc là, nous sommes au-dessus des 3%, dans notre zone complètement en vert. On va l'arrondir aussi à 3%, mais par contre, on va l'afficher complètement en vert, ce critère. Et voyons voir du coup comment Roche gère sa distribution de dividendes avec le ratio de distribution, le ratio de paiement. Il va être affiché ici, ce ratio de paiement. Sur les 5 dernières années, ça a l'air d'être relativement pas mal géré. Vous voyez 3 années qui sont en dessous des 60% ici, donc dans notre zone en vert. Une année qui dépasse un tout petit peu les 60%, qui est l'année 2022, et donc qui est dans notre zone vert clair, qui va de 60 à 70%. Et une année qui va un tout petit peu dans la partie jaune, puisqu'elle dépasse les 70%, et rentre dans la zone 70-80%. Néanmoins, ça a l'air d'être relativement bien géré. Nous pouvons mettre du vert clair pour les mini bémols pour cette société au niveau du critère des ratios de distribution. Nous allons calculer la moyenne, mais en tout cas, ni pour la santé financière de l'entreprise, ni pour la sûreté du dividende, il n'y a d'inquiétude à avoir. Puisque c'est relativement bien géré au niveau de ce dividende, même mieux que la société précédente Nestlé, hein, et nous avons un ratio de distribution en vert clair à 60%. Nous affichons la date du jour et voilà, nous avons terminé avec le dossier Roche. Une société qui apparaît relativement solide, même si c'est assez neutre sur tous les critères essentiels, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir, avec des perspectives, juste attention aux petits trous en 2023, mais sinon c'est plutôt positif. Côté dividendes, c'est une société qui verse pas mal de dividendes, ils sont plutôt en augmentation, et vous voyez qu'elle les gère relativement bien, donc la santé financière est plutôt assurée, autant que la sûreté du dividende, qu'elle a l'air de plutôt augmenter année après année. Voilà pour le dossier Roche. Et du coup, nous pouvons passer au dossier Novartis, qui arrive ensuite.
Novartis NOVN pour le ticker que nous pouvons mettre ici dans Boursorama. NOVN pour aller chercher la société. Nous sommes toujours du côté de la Suisse. On peut dézoomer ici pour aller montrer que l'action n'est pas éligible au PEA. Bien sûr, nous sommes toujours sur les actions suisses. Les premières grosses capitalisations là étaient toutes en Suisse. Si nous cliquons sur la société, nous allons avoir les informations. Vous voyez ici effectivement l'adresse en Suisse pour Novartis. Et Novartis figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Donc là, on est assez proche de ce que faisait Roche Holding que nous avons vu juste avant. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit avec les produits pharmaceutiques pour 81,7% et ensuite on retrouve les médicaments génériques pour 18,3%. Et vous voyez ici son dose qui est indiquée. Là, c'est toujours pareil, ce sont dans les détails que vous voyez toute la répartition, toute la diversification, mais par contre ça fait que deux grandes catégories ici, mais bien sûr c'est bien diversifié et je vous rappelle que nous sommes sur un leader mondial. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est 36,5% du côté de l'Europe, 34,9% du côté des États-Unis, c'est quasiment équivalent. L'Asie-Afrique, Australasie, 20,9%, le Canada et Amérique latine, c'est des associations un peu particulières, mais pourquoi pas 7,7%. En plus du coup d'avoir une répartition au niveau des produits, des familles de produits, nous avons une belle répartition au niveau géographique, nous sommes sur un des leaders mondiaux, pas de souci, nous pouvons mettre du vert côté business pour Novartis, nous sommes bien sûr sur toujours la technologie de la santé, les produits pharmaceutiques, deux points principaux, donc technologie de la santé exactement comparable à Roche pour le coup. La capitalisation boursière, c'est 175,676 billions, donc milliards de francs suisses, 176 milliards de francs suisses que nous pouvons afficher en vert. Toujours un critère de capitalisation boursière largement supérieur à 500 millions d'euros, c'est pour ça qu'il reste en vert. L'évolution, chiffre d'affaires et bénéfices, voyons voir justement par rapport à Roche Holding ce que ça a donné pour cette société. Nous allons voir dans les éléments financiers, dans ce qui a été déclaré. Vous avez ici les trimestriels carrément pour cette société, si vous voulez aller voir le détail, mais nous regardons vraiment en annuel. Et nous intéressons d'abord aux barres en bleu. Et ça a l'air d'être plutôt en augmentation, 43,88, c'est 47,20. Ça diminue un petit peu avec la pandémie, 45,67. Puis ça réaugmente à 47,20, exactement comme c'était en 2019, en 2021, et ça monte jusqu'à 48,27. Donc c'est bien en augmentation sur 3 ans et en augmentation sur 5 ans. Une toute petite diminution entre 2019 et 2020, c'est un critère que nous mettons en vert clair. Nous passons de 43,88 à 48,27. 43,88 à 48,27, l'augmentation est de 10%, pile poil. Pour ce critère en vert clair. Ça ressemble beaucoup à ce que nous avons mis côté Roche. Voyons voir comment elle s'est débrouillée, cette société Novartis, pour l'évolution des bénéfices. C'est la partie en rouge. Alors il y a l'air d'y avoir un bénéfice un peu exceptionnel en 2021 ici. Faudra voir à l'avenir s'il redevient plus normal, mais il y a un bénéfice un peu exceptionnel. Nous étions à 12,34 billions en 2018, ça diminue à 7, puis ça remonte un peu à 7,58, ça remonte largement à 21,96 et ça rediminue à 6,64, qui est le plus petit, et donc du coup ça nous donne un critère en diminution sur 3 ans et sur 5 ans. Vous voyez pas mal de volatilité sur la partie bénéfice pour cette société Novartis, mais globalement ça diminue, et donc du coup un critère que nous allons mettre en orange. 12,34 à 6,64. 12,34 à 6,64. C'est 46% de baisse, donc là c'est pas anodin du tout. Il faudrait pas que ça dure, bien entendu, même si on a vu que ça avait l'air d'être assez fluctuant. Et bien du coup, justement, allons voir ça, allons voir ce qui va se passer côté chiffre d'affaires et côté bénéfices, allons voir les prévisions, puisque c'est ça. Donc les investisseurs vont essayer de pricer sur les cours de bourse.
11,72% de hausse en moyenne sur les investisseurs sur un an pour Novartis, donc plutôt acheteurs, mais ceux qui se sont prononcés sur les 3 derniers mois sont plus neutres. Vous voyez qu'on était plutôt à l'achat sur Roche, alors que sur Novartis c'est plus neutre. Le bénéfice par action, eh bien pourtant lui il va être en augmentation, ce sont les estimations, 6,04, 6,51, 6,91 et 7. Alors il faudra aller voir si peut-être que le cours de bourse n'est pas autant descendu, que le PER est un peu élevé, mais pour l'instant, en tout cas au niveau bénéfice par action, eh bien, on devrait être complètement en augmentation, année après année, bien sûr, là c'est par action, et donc du coup, eh bien, le critère du bénéfice qui était en orange en diminution, eh bien, il pourrait être plutôt sur une tendance haussière, c'est ce que ça a l'air de montrer. Donc peut-être que ça va se réinverser pour aller vers du vert clair. Non, attention, c'est en orange, vous voyez que là c'est du bénéfice par action, donc il y a aussi si la société a détruit des actions ou si que ça a fait augmenter son bénéfice par action, pour autant elle n'a peut-être pas fait forcément plus de bénéfices qu'auparavant. Au niveau chiffre d'affaires, on était à 46,91, on passe à 48, puis 49, puis 51, puis 51. Ça a l'air d'être en augmentation aussi, même si c'est pas une forte augmentation. Du coup, ce critère en vert clair pourrait rester ainsi, et normalement, celui sur les bénéfices devrait pouvoir s'améliorer, mais on a vu qu'il était déjà très fluctuant. Justement, toute cette fluctuation va peut-être peser sur le cours de bourse. Allons voir ça de suite avec Novartis. Nous sommes déjà sur le marché suisse, ça c'est très bien. NOVN pour le ticker, pour Novartis. Nous mettons le cours de bourse sur 5 ans. Et vous voyez effectivement, ça fluctue pas mal. 11,68% de hausse sur 5 ans. Donc là, c'est une toute petite hausse. C'est bien moins de 5% par an en moyenne. C'est notre critère en vert clair, mais ça ne va même pas rester en vert clair, puisque si nous prenons le 7 février, nous sommes presque au pic. Et nous avons donc une diminution de 14,94% sur les 3 dernières années. Vous voyez que ça a diminué avec la pandémie. Ça fait combien? Ça a fait moins 25% à peu près. Et du coup, après, c'est presque resté stable. Une toute petite augmentation, mais ouais, c'est plutôt un range qu'une augmentation. C'est vraiment en train de faire un range sur cette action-là. Du coup, c'est un critère que nous allons mettre en jaune pour cette augmentation sur 5 ans, cette diminution sur 3 ans, et nous allons afficher les 12% qui sont ici. Donc c'est encore un peu plus tassé que la société Roche. Pour cette société, un peu moins bon au niveau des bénéfices, un peu moins bon au niveau du cours de bourse. Allons voir côté PER pour Novartis dans la liste. Le PER, en plus, il est plus élevé, effectivement, 26,59, donc plus élevé que Roche, puisque je compare avec l'autre. Donc on va l'afficher à 27, et il est dans la zone élevée qui va de 25 à 35, donc il est dans la zone supérieure à celle qui était Roche. Vous voyez que le cours de bourse n'a pas chuté, mais par contre, eh bien, du coup, le PER est plus élevé, il reste à un niveau élevé. Bon, il est quand même dans la partie plutôt basse de notre critère qui va de 25 à 35, mais c'est à noter. Et donc cela donne quelque chose, une société où il n'y a pas de grande inquiétude à avoir sur ses finances, mais par contre qui donne des critères essentiels qui sont quand même beaucoup, qui apparaissent moins bons tout de même que Roche Holding que nous avons vu juste avant. Allons voir comment la société Novartis gère sa partie dividende. Là aussi, nous avons affaire à une société mature. Dans la partie financière, dans la partie dividende, c'est le montant du dividende qui nous intéresse. Là aussi, ça a l'air d'être en augmentation année après année pour cette société. Nous étions à 2,85, puis 2,95, 3, 3,10 et 3,20. Effectivement, nous passons de 2,85 à 3,20 pour un critère en vert. Et c'est 12% d'augmentation. Vous voyez, on est encore là sur un peu les mêmes idées. Est-ce que, comme pour Roche Holding, le rendement va être élevé? Très probablement. Par rapport au cours de bourse actuel, le rendement il est de 4%. Donc là, nous sommes également dans notre zone en vert, c'est même un peu plus élevé pour Novartis par rapport à Roche. Et du coup, allons voir sur la partie ratio de distribution, est-ce que la société elle gère bien son ratio de distribution, quelle est sa politique de distribution pour s'assurer une santé financière. Sachant que ça a beaucoup plus fluctué pour Novartis au niveau de ses bénéfices, ça risque de fluctuer davantage aussi au niveau ratio de distribution, ratio de paiement. Le voici, le ratio de paiement.
Et effectivement, c'est moins bon. Nous avons 2 critères parmi les 5 dernières années qui sont en dessous des 60% et donc que nous mettons en vert, mais nous avons 3 critères quand même qui sont dans le rouge, dont un, même en 2022, qui dépasse les 100%, et ça c'est vraiment pas bon. Et donc du coup, les deux autres sont en rouge mais en dessous des 100%. Les 100% c'est pas bon dans le sens où c'est toujours pareil, ça veut dire que la société n'a pas hésité à prendre dans ses réserves pour verser un dividende ou à s'endetter davantage pour verser un dividende à ses actionnaires puisqu'elle ne faisait pas assez de bénéfices. Par contre, vous voyez que quand c'était l'année 2021 avec un bénéfice qui était peut-être un peu plus exceptionnel, et bien du coup, pas de souci, la politique permet largement de verser ce dividende et ça compense peut-être un petit peu avec les autres années. Étant donné qu'on a 2 verts et 2 rouges ici, ça fait un truc, quelque chose d'un peu moyen, mais nous allons mettre sur du orange pour aller noter qu'il y a aussi cette partie 2022 où ça dépasse les 100%. Allons calculer la moyenne de ce critère que nous mettons en orange, c'est-à-dire à mettre sous surveillance, puisque la sûreté du dividende, elle est quand même pas complètement assurée si la société, elle fait des bénéfices équivalents à l'année 2022, comme on l'a vu, puisqu'elle n'a pas hésité à dépasser les 100%. Et nous avons quand même une moyenne à 75%, donc pas trop élevé, mais du coup un peu à mettre sous surveillance, et donc du coup quelque chose qui apparaît effectivement de moins bien géré par rapport à la société Roche Holding que nous avons vu juste avant. Voilà pour le dossier Novartis qui apparaît un peu moins bon que le dossier Roche Holding dans le même secteur, moins bon sur les critères essentiels, même s'il n'y a rien de catastrophique là-dessus, moins bon côté dividende, même si le rendement peut paraître plus élevé, l'augmentation est à peu près équivalente, mais c'est surtout un dividende qui est moins sûr, plus variable, parce que les bénéfices sont plus variables pour cette société, en tout cas c'était le cas pour les dernières années. Et donc du coup, nous allons passer à la société suivante qui est la société SAP. SAP qui est ici, le ticker c'est SAP tout simplement, pour aller chercher les informations. Sur Boursorama, SAP, oui c'est mieux comme ça, nous pouvons le prendre sur Xtra ici. Et effectivement, vous voyez, nous sommes sur du marché allemand pour SAP. Et allons donc voir les informations. Je peux dézoomer pour aller vous montrer l'éligibilité. Pas d'éligibilité au PEA ici, elle est peut-être éligible quand même, on peut aller vérifier rapidement. Action SAP PEA. Et comme ça, on va pouvoir les vérifier. Moi, je peux aller vérifier aussi dans la société ici, l'adresse, parce qu'elle n'a peut-être pas une adresse en Allemagne. Ce qui pourrait expliquer. Si elle a eu bien une adresse en Allemagne, donc il y a quand même des chances qu'elle soit éligible au PEA. On peut aller voir, comme ça vous le voyez sur Bourse Direct, vous allez effectivement avoir l'info assez rapidement, sur Fortunéo aussi par exemple. Sur Bourse Direct, vous voyez le PEA qui est mis ici, l'éligibilité au PEA pour cette action, donc pas de souci, c'est pas parce que Boursorama ne l'affiche pas que l'action n'est pas éligible au PEA. Continuons donc pour SAP avec les informations. Donc pour système Anwendungen Produkte, la prononciation vous m'en voudrez pas trop, et c'est tout simplement SAP le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels intégrés. Le chiffre d'affaires par famille, par activité plutôt, ça se répartit tout d'abord avec la vente de logiciels, et ensuite nous avons les prestations de services, 85% pour la vente de logiciels, 15% pour la prestation de services. C'est au final à l'intérieur qu'on trouve un peu de diversification, notamment avec la diversification dans les logiciels et dans les prestations. La répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est 14,7% en Allemagne. Ensuite, nous trouvons l'Europe, Moyen-Orient, Afrique pour 29,5%, les États-Unis pour 33,3%, un tiers, les Amériques complètes pour 7,3%, le Japon représente 4,8% et l'Asie-Pacifique 10,4%.
Nous avons donc une répartition géographique intéressante, bien diversifiée, une petite diversification des activités, même si ça ne se voit pas énormément ici. Nous restons sur une grosse société, une grosse capitalisation mondiale. Je vous rappelle que c'est un leader mondial tout simplement. Nous sommes dans le secteur ici des services technologiques, des logiciels préassemblés. Et donc nous pouvons mettre du vert côté business et nous allons afficher ce service technologique. Service technologique, bien comme c'était pour Prosus par exemple, au niveau du grand secteur. La capitalisation boursière pour SAP, donc nous sommes revenus en euros, en Allemagne, 131 billions, donc 131 milliards, que nous allons afficher ici d'euros. Ça reste du vert puisque nous sommes toujours largement supérieurs à 500 millions d'euros. La capitalisation boursière, non pas la capitalisation boursière, autant pour moi. Le chiffre d'affaires et le bénéfice, l'évolution sur les 5 dernières années, allons voir les éléments financiers. Ce qui a été déclaré comme élément financier. Vous avez ici les trimestriels pour cette société, si vous voulez voir le détail. Nous nous intéressons à l'annuel et nous regardons les barres en bleu et on voit à l'œil nu que ça augmente plutôt. 24,71 billions en 2018, 27, ça diminue un tout petit peu. Au moment de la pandémie, entre 2019 et 2020, ça augmente ensuite à 27,84 et ça réaugmente à 30,87 qui est le plus haut. Donc c'est bien en augmentation sur 3 ans et sur 5 ans, en augmentation globale mais pas totale avec cette petite diminution entre les deux années 2019 et 2020, un critère que nous mettons en vert clair. 24,71, 30,87. 24,71, 30,87, c'est une augmentation de 25% en vert clair pour le chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Voyons voir comment ça s'est passé côté bénéfice. Alors là on voit qu'elle est plus petite, donc ça va pas du tout être la même chose. 4 billions et nous arrivons jusqu'à 2,29 et nous étions montés jusqu'à 5,14 et nous arrivons à 2,29. Donc vous voyez très bien que même si ça oscille un peu, ça diminue sur 3 ans, ça diminue sur 5 ans au niveau des bénéfices pour cette société. Et donc c'est un critère que nous mettons en orange. Nous passons de 4,08 à 2,29. 4,08 à 2,29, c'est une diminution de 44%, donc une diminution notable tout de même, même si on a bien vu que ça avait l'air d'osciller en fonction des années. Et justement, il faut aller voir si le chiffre d'affaires qui a l'air d'être plutôt en augmentation un peu constante et ces bénéfices qui ont l'air d'être plutôt oscillants mais pour l'instant plutôt en baisse, est-ce que ça va se retourner pour les bénéfices, est-ce que ça va poursuivre pour le chiffre d'affaires? Allons donc voir les prévisions. Les analystes sur le titre, ils sont plutôt positifs, 8,92, même si vous voyez encore une belle diversification, un bel écart entre ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. Sur les 3 derniers mois, les analystes sont plutôt à l'achat. En termes de bénéfices par action, et bien là par contre c'est sans appel. Effectivement, voilà ce qui s'est passé en 2022, c'est que le bénéfice par action il a chuté par rapport à 2021, plutôt largement. Et par contre, du coup, ça veut dire que le point bas est derrière nous en termes de bénéfices par action. Et donc du coup, ce critère en orange, eh bien, il devrait largement se retourner pour repartir à la hausse, donc repartir sur du jaune, puis du vert clair, puis du vert. Vous voyez, avec du reporté à 4,08, puis ensuite du 5,39, 6,25 et 7,29, nous n'avons pas 2026. Au niveau du chiffre d'affaires, et bien là, effectivement, ça va continuer à augmenter. Le reporté était à 30,87, puis 32,78, 35, 38, 40. Et on peut estimer que en 2026, ici, les bénéfices vont être plus élevés en bénéfices par action si on continue à suivre la tendance. Donc du coup, la tendance ici en vert clair va au minimum se poursuivre en vert clair pour le chiffre d'affaires et c'est surtout un retournement qui va se passer au niveau des bénéfices pour repartir beaucoup plus à la hausse. Et ça peut être intéressant parce que ça peut porter le cours de bourse, même si par contre la diminution, elle a dû peser sur les 5 dernières années. Justement, allons voir comment elle a pesé. Nous sommes plus sur le marché suisse pour SAP, nous sommes sur le marché allemand. Est-ce que... Oui, ça va être lui, le DE pour Deutschland. SAP à 169,62. On peut aller vérifier, 169,62, c'est parfait. Vous voyez, beaucoup de volatilité ici. Vous voyez des grandes chutes
c'est même pas, ouais, c'est même pas des chutes de 27%, mais qui correspondent même pas à la pandémie. La pandémie elle est ici. Voilà, quand même chuté de 20%. Donc vous voyez des grandes corrections et puis des grandes évolutions à la hausse, 35% depuis fin septembre dernier, à peu près. En tout cas sur 5 ans, avec toute cette volatilité, ça reste 30% de hausse, donc supérieur à 25% de hausse et donc plus de 5% par an en moyenne. Et si nous partons du 7 février, le 7 février nous étions ici, là par contre c'est en diminution de 11,65%. Donc ça correspond bien au graphique que nous voyons, c'est haussier sur 5 ans mais baissier sur 3 ans, c'est un critère que nous mettons en jaune et nous allons afficher les 30% pour cette tendance assez neutre. C'est pas anodin par rapport à ce que nous avons vu. Le PER, voyons voir comment les investisseurs ils price justement peut-être le retour des bénéfices à venir sur cette action SAP. Dans la liste ici, vous voyez le PE, et bien l'action effectivement allait rester à un niveau d'indice des prix de ratio cours sur bénéfice relativement élevé, même très élevé, à 57. Donc c'est dans notre zone en rouge, bien supérieur à 35. Et c'est peut-être justement ce retour des bénéfices qui est pricé par les investisseurs, notamment parce que dès que le bénéfice par action va augmenter, puisqu'il a l'air de prendre une tendance très large à l'augmentation, si le cours, lui, de l'action ne bouge pas et que le bénéfice augmente, et bien ce PER va déjà devenir bien plus intéressant dans le sens où il a largement diminué. Parce que je vous rappelle que dans les prévisions, on passe par exemple de 4,08 ici bénéfice par action à 5,39, donc il y a quand même une belle évolution et donc tout ça, ça a forcément, ça joue directement sur ce ratio cours sur bénéfice puisque ça va forcément jouer sur les bénéfices de la société au niveau global. En tout cas, pour les critères essentiels pour cette société, eh bien, ça devrait s'améliorer, mais pour l'instant, c'est pas forcément génialissime. Ça devrait s'améliorer dans le sens où ce sont les prévisions sur les bénéfices qui devraient s'améliorer et ça pourrait porter le cours de bourse un peu plus, ce que c'est le cas actuellement, et faire diminuer le PER. Tout ça, affaire à suivre. Pour cette société dans les services technologiques, nous ne sommes pas effectivement dans la période où les services technologiques, c'est le plus facile pour eux. Allons voir pour cette société SAP au niveau dividende, comment elle gère cela. Dans la partie financière, dans la partie dividende. Le rendement du dividende, nous n'avons pas le chiffre de 2022 parce qu'il va être versé en 2023 et qu'il n'est pas encore versé. Et donc du coup nous allons prendre les 5 années que nous avons et donc du coup c'est en augmentation. Globalement on peut estimer que ça va continuer à augmenter. Bon, c'est à peu près la tendance que nous avons l'air de voir. Donc nous étions à 1,40€ par action, on passe à 1,50, puis 1,58, 1,85, 1,95, un critère en vert de 1,40 à 1,95. 1,40 à 1,95, cela fait une progression de 39%, donc là c'est pas une petite progression, c'est une progression sympathique des dividendes. Donc là, si vous avez réussi, même avec toute la volatilité, à avoir 30% de hausse sur le cours de bourse, plus 39% d'évolution du dividende, c'est plutôt positif. Le rendement du dividende, il est à 1,75%. C'est un rendement moyen pour la société SAP. Un rendement qui se situe dans la zone jaune, plutôt dans la partie haute de la zone jaune. Un rendement donc la zone jaune qui va de la zone moyenne qui va de 1 à 2%, et nous allons l'afficher à 2%. Nous étions aussi dans cette zone jaune, mais à 1% pour ASML Holding par exemple. Ce rendement moyen, SAP, est-ce qu'elle arrive à bien le gérer au niveau de son ratio de distribution pour assurer sa santé financière et la sûreté du dividende? Nous voyons voir ce ratio de paiement. Et bien vous voyez là, oui, effectivement, il y a l'air d'y avoir une politique de l'entreprise d'un versement dans la quarantaine de pourcents du ratio de distribution, donc des bénéfices. Et donc du coup, ça c'est parfaitement géré puisque tous ces chiffres, tous ces nombres plutôt, sont inférieurs à 60%, qui est notre zone en vert. Et donc c'est un dividende qui pourrait effectivement continuer d'augmenter, comme ça a l'air d'être la politique, avec une politique de distribution très bien maîtrisée. « 46% en moyenne pour cette distribution de dividendes.
Alors à voir hein, si sur la dernière année avec la diminution ça s'est aussi bien passé, mais en tout cas pour l'instant c'est ce que nous affichons. Voilà pour le titre SAP, un peu tumultueux sur les critères essentiels, même si ça devrait bien s'améliorer. Côté dividendes, c'est une société qui verse des dividendes moyens en augmentation année après année et qui les gère bien avec une politique de distribution qui a l'air de conserver la santé financière de l'entreprise et la sûreté du dividende. Pas trop de soucis à se faire sur ce point. Nous passons à la société suivante qui est la société Siemens. Dans la liste, SIE pour le ticker, pour aller chercher les informations sur Boursorama. Nous sommes sur Extra, donc toujours du côté de l'Allemagne ici. Nous pouvons dézoomer pour aller voir l'éligibilité. C'est pas éligible ici, mais exactement comme pour SAP avant, ça devrait probablement l'être. Action Siemens. Alors c'est pas Siemens Sales, hein. Effectivement elle existe, mais c'en est une autre, Siemens Healthineers. On peut aller sur Fortuneo, comme ça je vous montre qu'il y a plusieurs sites qui vous montrent effectivement l'éligibilité au PEA. Là on voit déjà l'éligibilité PEA oui, donc à mon avis quand on va être sur le site ça va être la même chose. Pour cette société Siemens, vous avez sinon ce que vous proposez Bourse Direct qu'on a vu tout à l'heure, qui propose bien aussi, effectivement, qui vous indique bien généralement l'éligibilité au PEA. Je reviens sur la société pour les actions. En attendant, c'est juste une petite vérification. Nous sommes bien du côté de l'Allemagne au niveau du siège social. C'est pour ça qu'il y a des chances que cette action soit bien éligible au PEA. Et Siemens, elle fait partie, cette société, des premiers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le chiffre d'affaires par famille de produits, ce sont tout d'abord les équipements médicaux pour 30,1%, les équipements numériques industriels représentent 27% du chiffre d'affaires, les solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents 24%, les solutions et systèmes de mobilité 13,4%, et du coup, voilà, tout ce que vous avez après tous les détails de toute cette diversification, ça a l'air d'être plutôt bien diversifié. Au niveau du PEA, maintenant que c'est géré, vous voyez effectivement éligibilité au PEA, et la réponse est oui, comme attendu. Et enfin, pour le solde du chiffre d'affaires, ça concerne 5,5% de ce chiffre d'affaires. Nous retrouvons des activités financières, crédit bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseils financiers, donc en plus une partie financière, en plus de toutes les activités électroniques et électrotechniques. La répartition géographique de ce chiffre d'affaires, c'est 16,6% en Allemagne, là où il y a son siège social. L'Europe, communauté des États indépendants Afrique, Moyen-Orient, 29,9%. Les États-Unis représentent près d'un quart, 24%. L'Amérique, 4,7%. L'Asie et l'Australie, 24,8%. Donc des bonnes zones géographiques un peu partout dans le monde, une bonne répartition géographique à noter ici, en plus d'une diversification des activités, et il s'agit d'un des premiers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques, je vous le rappelle, et donc on peut valider un critère de business en vert pour cette société. Au niveau de cette société Siemens, et du coup au niveau du grand secteur, nous sommes dans les producteurs fabricants et nous sommes dans de la machinerie industrielle, voilà comment il est catégorisé. Producteur fabricant, qu'est-ce que nous avions dans cette catégorie? Nous avons bien dû en voir ici. Producteur fabricant, nous avions BESI pour BE semi-conducteur, par exemple. La capitalisation boursière, elle s'élève ici en euros à 120 milliards, donc 120 milliards hein, si nous arrondissons, 120 milliards d'euros. Donc c'est une grande capitalisation boursière. Un critère en vert, toujours bien supérieur aux 500 millions d'euros. Allons voir l'évolution en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires pour cette société Siemens, sur les éléments financiers. Voyons voir ce qui a été déclaré. Vous avez les trimestriels pour aller dans le détail, c'est l'annuel qui nous intéresse comme d'habitude, et vous voyez qu'il y a eu un trou là,
une bonne diminution entre 2018 et 2019, peut-être la société qui s'est séparée, hein, dans le détail on peut aller voir des choses comme ça, hein, mais quand il y a une chute comme ça drastique, il s'est passé forcément quelque chose, et en plus là ce n'est pas la pandémie, donc peut-être une séparation d'activité par exemple. À voir au niveau de détail, je ne vous fais moi qu'une analyse un peu globale. Du coup, eh bien, nous passons, puisque ça va être du coup un peu en diminution, hein, même si ça va être un peu faussé, mais nous passons de 83,04 à 71,98, et par contre c'est en évolution positive sur les 3 dernières années, puisque nous passons de 55,25 à 71,98. En diminution sur 5 ans, en augmentation sur 3 ans, eh bien c'est un critère en jaune, et on a l'air de voir que depuis la pandémie, la tendance a l'air d'être bien plutôt repartie à la hausse, à voir ce qui s'était passé avant. Un critère en jaune, et la diminution, on passe de 83,04 à 71,98. 83,04 à 71,98, la diminution est de 13% pour ce critère en jaune. Au niveau bénéfice, eh bien, ça a l'air d'être un peu oscillant, on va aller voir. 5,81, ça diminue à 5,18, donc le chiffre d'affaires et les bénéfices sont diminués. Ça diminue encore à 4, donc là pour l'instant c'était très diminué. Ça augmente largement à 5,26 en 2021, et ça revient à 3,72, donc effectivement ça a l'air d'osciller, mais ça oscille plutôt à la baisse, puisque c'est en diminution sur 5 ans, en diminution sur 3 ans, et là c'est un critère que nous mettons en orange pour cette tendance plutôt baissière. 5,81, 3,72. 5,81, 3,72. Nous avons 36% de diminution en orange. Mais ça, c'est pas forcément terrible, surtout que le chiffre d'affaires, lui aussi, n'était pas forcément dans une grande tendance. Et bien du coup, allons voir sur les prévisions pour Siemens, pour ces deux critères d'évolution de chiffre d'affaires et de bénéfices. Est-ce que ça va se reprendre sur les années à venir? Quelles sont les prévisions? Les analystes sont plutôt haussiers sur le titre pour l'année, 12,46% de hausse en moyenne sur le cours, et ils se portent plutôt à l'achat, ceux qui se sont positionnés sur les 3 derniers mois. Le bénéfice par action, effectivement, eh bien, après une période un peu compliquée ici, nous allons normalement, selon les prévisions, repartir complètement à la hausse après ce plus bas de 2022. Non, c'est même pas un plus bas, si c'est le plus bas. Vous voyez 8,61, 9,96, 10,86, 10,82. Donc là, il y a un plateau atteint entre 2025-2026 selon les prévisions. Maintenant, vous voyez comme en 2022, il peut y avoir des écarts des fois relativement importants, des surprises comme on dit. Si par contre les prévisions sont bonnes, et bien du coup au niveau du critère ici que nous avons mis en orange au niveau des bénéfices, cela devrait repartir bien plus positif. Et côté chiffre d'affaires, et bien là aussi ça remonte doucement au fur et à mesure, 76,33, 79,56, 83, 85, et donc du coup là on devrait avoir un critère qui va même réussir à aller complètement dans le vert au final. Et donc du coup, deux critères, que ce soit en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, qui vont s'améliorer, ce qui devrait pouvoir améliorer le titre, mais par contre, les dernières évolutions ont dû peser sur le cours de bourse d'une façon ou d'une autre. Et bien, on va aller voir ça de suite. Nous sommes bien sûr le bon marché, sur l'Allemagne, SIE, sur 5 ans. Et du coup, eh bien voilà, il y a eu un peu des hausses, un peu des baisses, ça dépend beaucoup des titres, ça dépend beaucoup des moments. Une belle correction en 2022, vous pouvez voir ici, on a eu quand même 36% de correction, mais ces derniers temps, là, c'est remonté de 47%. On voit une belle progression post-pandémie aussi, de plus de 100%. Et on voit la pandémie ici, donc 38% de baisse, et donc du coup, vous voyez quand même pas mal de volatilité. Malgré toute cette volatilité, 38,34% de hausse sur 5 ans, c'est une forte augmentation, et donc c'est notre critère en vert. Et si on prend par rapport à du 7 février, nous étions ici, là nous avons 42,02% de hausse, donc là c'est encore plus haussier, et donc du coup c'est un critère que nous mettons en vert sur l'évolution du cours de bourse qui est positive avec 38%. Et donc vous voyez, le cours de bourse qui est positif alors que les autres critères ne le sont pas plus que ça, et bien ça veut bien dire effectivement que
qu'on a pricé notamment les années à venir en termes de bénéfices par action par exemple. Voyons voir en termes de PER comment ils se positionnent les investisseurs. Les investisseurs, eh bien, ils mettent un PER effectivement élevé et ils sont plutôt très positifs sur, à mon avis, ce bénéfice par action, comme on le voit sur le cours de bourse, avec 32,66. Cet indice de cherté est dans notre zone élevée, et même plutôt dans la zone haute de la partie élevée, puisque c'est 33 et c'est notre partie en orange. Ce critère du PER relativement élevé, et élevé même, vient clôturer les critères essentiels qui sont mitigés pour le moment mais qui devraient largement s'améliorer pour l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice, et donc ce qui devrait réussir à refaire porter davantage positivement le titre au niveau de ces critères essentiels, même si toujours pareil, là, on n'a pas vu de perte ni de choses comme ça, la société apparaît relativement solide, c'est juste pas forcément la période qui a été la plus propice ces dernières années. Voyons voir pour la société Siemens comment elle gère sa partie dividende. C'est là aussi une société qui est normalement relativement mature, donc pas mal de dividendes. Les dividendes ne sont pas tous en augmentation, là il y a une petite diminution, 3,80, 3,90, on voit la diminution avec la pandémie à 3,50 et on est reparti par contre directement au-dessus, à 4, puis 4,25, comme si c'était juste un petit arrêt le temps de la pandémie. Nous passons du coup de 3,80 à 4,25 pour quelque chose, un critère d'évolution du dividende, du rendement, oui, non, du dividende, du montant du dividende plutôt. Globalement haussier, mais pas totalement haussier avec cette petite diminution, et donc nous passons de 3,80 à 4,25 pour un critère en vert clair. 4,25, c'est 12% que nous affichons en vert clair. Donc là, pareil, vous avez pu profiter de 38% de hausse sur le cours de bourse, plus 12% d'augmentation du dividende si vous y étiez. Et si vous étiez sur l'action depuis 5 ans, ce qui est pas mal du tout. En termes de rendement, Siemens, c'est 2,84% de rendement du dividende par rapport au cours de bourse actuel. C'est donc un critère qui va dans notre zone relativement élevée de dividendes. Effectivement, une société relativement mature, c'est pas très étonnant. Et donc du coup, un critère que nous mettons en vert clair et que nous mettons avec l'arrondi à 3%, exactement comme nous avons mis Nestlé. Voyons voir avec ce dividende plutôt fort et plutôt en augmentation comment la Siemens arrive à le gérer au niveau de sa politique de distribution. Le ratio de paiement, eh bien la politique de distribution, elle est un peu variable en fonction des années et de ce qui se passe côté bénéfice. Nous avons une seule année qui est dans le vert, nous avons 3 années qui sont dans le vert clair ici, 2 qui sont très proches du vert et une qui est plutôt proche du jaune. C'est notre zone de 60 à 70%, et nous avons une zone en rouge ici en 2022, où la société, elle a inversé largement plus. Maintenant c'est du rouge qui va de 90% et plus, mais qui n'est pas au-dessus de 100%, donc là elle n'a pas eu besoin ni de puiser dans ses réserves, ni de s'endetter. C'est tout de même notable. Du coup, avec pas mal de vert clair et du vert ici, mais il y a le rouge qui vient compenser, nous pouvons mettre le critère, on pourrait le mettre en jaune, mais on va calculer la moyenne, mais probablement qu'il va être quand même dans le vert clair. Il y a quand même pas mal de vert clair, ça fait quand même plutôt pencher vers du vert clair. Et bien du coup, on va aller calculer la moyenne, et je pense qu'il va être en vert clair. C'est un dividende relativement sûr, une santé financière relativement assurée. Et nous avons tous les chiffres, donc du coup la moyenne va nous le dire. 94, 60, 96 et enfin 91, 48 qui vient faire largement augmenter, mais vous voyez 67%, nous pouvons effectivement rester sur du vert clair, ça me paraît relativement cohérent. Nous mettons la date du jour. Et voilà, nous en avons terminé avec l'analyse de Siemens. Donc un titre qui devrait s'améliorer sur les critères essentiels, même s'ils apparaissent relativement mitigés pour le moment. Par contre, côté dividende, que du vert qui s'affiche, du vert clair exactement. Un des dividendes plutôt en augmentation, plutôt élevé et relativement bien géré, même si ce n'est pas parfaitement géré. Mais pas d'inquiétude pour la santé financière de l'entreprise, ni pour le versement de ce dividende, la sûreté de ce dividende globalement. Pas d'inquiétude à avoir. Nous continuons, on va être encore du côté de l'Allemagne avec la société Porsche.
Le ticker pour Porsche P911, ah bon, il y a des chiffres, je ne sais pas. On va pouvoir aller trouver ça, on peut même cliquer sur complètement tout le titre si nécessaire. Ce qui veut bien que je trouve Porsche. Voilà, Porsche AG Extra 0. P911, est-ce qu'il me met lui un ticker? Je ne sais pas. On s'en fiche pour l'instant. Mais ici, par contre, Porsche. P911, parce qu'en fait, il y a la holding et il y a la société. Donc c'est là où il va falloir faire attention. Mais du coup, je vais prendre Porsche 911, comme c'est indiqué, 113,50. Est-ce que lui, il y a 113,50? Il y a 113,50. Ok. Constructeur automobile. Là, nous sommes dans les biens de consommation durable, véhicules motorisés. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des holdings, mais là, non, c'est bon. On a tout qui est bon. Nous pouvons dézoomer pour aller voir l'éligibilité, mais je pense qu'elle ne va pas être marquée ici. Mais comme nous sommes toujours en Allemagne, on va voir la société, hein, mais vous voyez l'adresse en Allemagne pour Porsche. Normalement, l'action va être éligible au PEA. Allons voir ça de suite. Action Porsche PEA, comme ça vous allez pouvoir voir si on trouve n'importe quel site. Fortunéo va nous l'afficher normalement sans trop de problèmes. Et vous voyez, ah non, l'action elle n'est pas éligible au PEA. Bon, bah comme quoi. En tout cas, Fortunéo ne l'affiche pas comme étant éligible au PEA. Peut-être que la holding l'est, puisque vous voyez qu'il y a aussi une holding. Est-ce que j'ai un autre site ABC? J'ai pas de ABC Bourse, pas de. Non. Bon, il faudra aller vérifier, ça dépendra beaucoup de l'action, mais a priori, elle n'a pas l'air d'être éligible au PEA, cette action, dans les premières recherches que je peux faire très rapidement comme ça. Dans tous les cas, allons voir cette action Porsche. C'est spécialisé dans cette société Porsche, elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport et de sport de luxe plutôt. C'est même pas de luxe, c'est de sport de luxe. Le groupe il propose des berlines à 2 portes, des berlines à 4 portes, des véhicules utilitaires sportifs. En termes de chiffre d'affaires, par activité, ça se répartit avec la vente de véhicules pour 76% du chiffre d'affaires. La vente de véhicules d'occasion et de produits tiers représente 8,1% du chiffre d'affaires. Ensuite, on trouve la vente de pièces détachées d'origine, 4,6%. Les prestations de location et de leasing de voitures, de véhicules, c'est 3,6%. Les prestations de services financiers, 0,7%, notamment les crédits qui vont avec. Et on a 7% d'autres activités. Donc vous voyez que certes c'est de la construction et de la commercialisation de voitures, mais avec tout ce qui va avec en termes de business, et donc ça fait des activités bien diversifiées. En plus d'avoir la marque bien sûr, et même des marques. Si vous voyez, les différentes marques qui sont indiquées. La répartition géographique du chiffre 5,9% et on en trouve 11,1% du chiffre d'affaires qui est ailleurs. C'est donc une bonne répartition géographique, une bonne répartition des activités et du coup pour cette grosse société nous pouvons mettre du vert sans hésiter côté business. Nous sommes sur des biens de consommation durable et sur une sous-partie qui est les véhicules motorisés. Gardons les biens de consommation durable. Et les biens de consommation durable. Pour voir un peu ce que nous avons déjà fait qui serait un peu dans la même idée. Non, pour l'instant nous n'avons pas vu ici. On va donc copier, on va donc aller chercher le titre pour garder le secteur en tête. Ah, ça n'a pas copié. J'ai un milliard, nous sommes en euros, nous sommes en Allemagne, et donc c'est 104 milliards. 104 milliards d'euros, ça fait encore une grosse capitalisation boursière, bien supérieure à 500 millions d'euros, toujours du vert pour ce critère. L'évolution en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, allons voir ce qui s'est passé sur les 5 dernières années pour cette action Porsche. Dans les éléments financiers, les déclarations, un petit
peu de mal à les afficher, mais il va les afficher. Juste être un petit peu patient, je ne sais pas pourquoi il a du mal. Ah, est-ce qu'il a des éléments financiers? Non, c'est bon, j'ai eu peur. Donc voilà, donc ça c'est bien l'action hein, qui a été introduite en bourse il n'y a pas longtemps. Normalement il y a le Porsche Holding qui était en bourse depuis bien plus longtemps, mais Porsche vient de s'introduire en bourse. Si on peut voir ici le titre, vous voyez que si je mets sur 5 ans, de toute façon ça commence en 30 septembre 2022, hein, donc on va avoir très peu d'arriérés, et c'est pour ça que nous avons très peu d'arriérés aussi ici sur les éléments financiers, puisque bien c'est juste les arriérés pour que l'action puisse s'introduire en bourse. Vous n'avez même pas les trimestriels ici pour le moment. Dans tous les cas, nous regardons comme si c'était habituel, et nous pouvons aller regarder, nous avons quand même sur 3 années. Et donc du coup nous avons quand même le revenu total, les chiffres d'affaires sur les 3 dernières années, sauf en 2022, mais parce que l'année 2022, non, il n'y a pas de date de résultat pour l'instant sur cette société. Mais nous avons 28,52 millions de revenus total en 2019, puis ça passe à 28,70, donc ça augmente, et ça passe à 33,14, donc ça augmente encore. Donc même si il n'y a pas d'arriéré, nous pouvons mettre quand même la tendance en vert, et nous passons de 28,52 à 33,14. 28,52 à 33,14, l'évolution en termes de chiffre d'affaires est de 16% en vert, même si je vous rappelle qu'on a assez peu d'arriérés. Voyons voir pour l'évolution côté bénéfice. Eh bien c'est le rouge et nous étions à 2,80, puis 3,16, puis 4,03. Même tendance, complètement en vert, peu d'arriérés, je vous le rappelle, de 80 à 4,03. De 80 à 4,03, c'est 44% d'évolution positive. Donc ces deux critères, même si on a peu d'arriérés, eh bien c'est quand même des tendances positives, c'est déjà mieux pour rentrer en bourse quand même. Et donc du coup, allons voir au niveau prévision, ce que le titre Porsche prévoit. Les analystes, comment ils se positionnent? Eh bien, ils se positionnent assez mitigés, hein, 1,63% d'augmentation, vous voyez pas mal d'écart entre les 40 et les 25%, donc sur un an. Ils sont quand même plutôt à l'achat, ceux qui se sont positionnés sur les 3 derniers mois, et par contre, on n'a pas du tout de prévision. On peut aller voir sur un autre site, hein, si on a des prévisions sur Zone Bourse par exemple. Porsche. Alors il va falloir que je lui précise que c'est P911 que je veux, voilà, c'est celui-là. Je veux les éléments financiers. Est-ce que eux, ils ont des choses? Ah, eux, ils ont 2023-2024. Eux, ils ont quelques éléments, même ils ont 2022 qu'on n'avait pas. Donc vous voyez qu'au niveau de la barre bleue, le chiffre d'affaires, eh ben, on passe de 33 000 à 38 à 40 et à 42. Donc c'est plutôt peu, c'est même complètement haussier, donc le critère en vert devrait continuer. Au niveau du résultat net qui est en vert, on était à 4,0 comme on l'a vu, hein. Donc 4032 ici, puisque c'est affiché autrement, 5000, 5087 et 5602. Donc du coup, au niveau des prévisions, ici vous voyez bien que nous venons de confirmer que ces critères en vert, même si nous avons peu d'arriérés, devraient se poursuivre, et ça peut porter le cours de bourse. Même si attention avec les IPO, hein, quand même si là ça peut porter le cours de bourse, attention à bien rentrer au bon moment, parce que vous pouvez toujours qui va se dévaluer dans les premiers temps. Après ça c'est jamais complètement une règle qui est inscrit dans le marbre, je dis juste comme ça, attention aux IPO, généralement l'introduction en bourse est faite quand même à un prix un peu élevé par rapport à ce que l'action va pouvoir prendre derrière, donc vous pouvez peut-être trouver un prix d'achat mieux dans les premiers temps, même si c'est un petit peu après l'introduction en bourse, ne vous précipitez pas non plus. Allons voir justement ce cours de bourse sur ces premiers mois, hein, comment il s'est passé. Et bien là, du coup, vous voyez par rapport à ce que je disais, eh bien non, l'introduction en bourse, c'est parti tout de suite à la hausse avec ses bonnes prévisions, hein, il n'y a jamais eu de repli, peut-être si on met dans le détail, mais sinon, oui, voilà, vous voyez dans le détail même, ça n'a pas reflué de beaucoup, hein. Il fallait être vraiment très, très rapide. Voilà, après, j'ai plus assez d'arriéré, si je mets, ah bah non, même 6 mois, excusez-moi, j'ai pas mis assez, en fait sur un an, ouais, c'est sur un an ici, bon, en tout cas
ça n'a pas beaucoup reflué, c'est pas beaucoup reparti à la baisse hein, sur ce titre-là. Donc vous voyez comme quoi, hein, c'est pas une règle complètement générale, c'est pas parce que statistiquement il y a beaucoup d'IPO où il faut faire attention, que toutes, il faut faire attention. On peut mettre du coup sur 5 ans, même si nous n'avons pas du tout sur 5 ans. Dans tous les cas, nous avons 37,58% de hausse pour l'action depuis le 30 septembre, depuis l'introduction, donc le 30 septembre, effectivement. Je ne sais pas s'il y a plus précis, là on a le 29. Si on met sur 6 mois, non c'est 29, donc ça va l'air d'être à peu près la date. Et donc, dans tous les cas, c'est une forte augmentation, un critère que nous mettons en vert, même si nous n'avons pas peu d'arriérés, je vous le rappelle, et nous affichons 38%, exactement comme pour Siemens, même si ça n'a rien à voir, puisque nous n'avons pas du tout la même arriéré. En termes de PER, comment elle se situe Porsche? Eh bien, le PER, il n'est pas indiqué ici. Est-ce qu'il est indiqué ici? Un ratio cours sur bénéfice de 20,59, c'est notre zone moyenne. On va aller le vérifier sur Yahoo Finance, par exemple, pour voir si Yahoo Finance est d'accord. Porsche P911. Au niveau du ticker, pour pas se tromper. N/A, non, elle ne le met pas. Est-ce que comme ça sera peut-être mieux? Non. Bon. Eh bien, faisons confiance. Et peut-être que ici. Vous voyez, hein, j'essaye d'aller voir sur les différents sites pour essayer de... Voilà, PER estimé 20,96, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc du coup, prenons effectivement le 20,59 qui est mis par Google Finance. Ça a l'air d'être un PER correct. Ouais, d'ailleurs, il y avait peut-être sur la fiche ici, j'ai pas regardé. Non, il n'y avait rien du tout ici. Sur TradingView. Nous sommes donc dans notre zone moyenne que nous mettons en jaune, nous sommes au milieu de cette zone moyenne puisque c'est la zone qui va de 17 à 25 et nous mettons 21 que nous affichons en jaune. Donc du coup les investisseurs effectivement ils se mettent un petit peu à l'achat, c'est pas très élevé pour l'instant, mais les bonnes perspectives qui sont faites, vous voyez au niveau des prévisions ici, même si c'est très récent comme action, comme société en bourse, et bien du coup c'est plutôt positif. Et donc du coup vous voyez les critères essentiels pour Porsche, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est plutôt positif pour un tel titre et plutôt très solide, c'est pas très étonnant. Voyons voir si Porsche, comment elle gère sa politique de dividendes, mais normalement comme elle vient de s'introduire en bourse, il ne va pas y avoir de dividendes. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis quoi que ce soit, voilà, pas de dividendes pour Porsche, je ne sais pas si elle a prévu d'en faire, bon, il faudra voir. Dans tous les cas, pour l'instant, on va l'afficher comme une société qui ne verse pas de dividendes. Hein. De toute façon, elle vient de s'introduire en bourse, ça n'a rien de choquant. Du coup, voilà pour le titre Porsche, donc un titre tout récent, donc attention au niveau à ne pas surinterpréter, néanmoins, tous les critères essentiels ont l'air d'être plutôt positifs, et pour l'instant, il va falloir attendre pour voir la politique de dividendes adoptée par cette société. Et on va encore poursuivre du côté de l'Allemagne, ça se voit dans le titre avec Deutsche Telekom. Alors, Deutsche Telekom qui arrive ensuite. DTE, ici au niveau du ticker. Pour aller chercher les informations. DTE. Non, pas DTE Énergie, Deutsche Telekom, toujours sur Xtra pour être du côté de l'Allemagne. L'éligibilité au PEA, on ne la voit pas ici, mais pareil que pour les autres, on va aller le chercher. Action DTE PEA. Vous voyez toujours les sites Fortunéo par exemple, hein, c'est très bien. Et là vous voyez éligibilité au PEA, oui, c'est pas étonnant pour une société allemande, je vous ai dit juste Porsche tout à l'heure, ça sera à vérifier plus en détail pour voir, mais normalement sur les sociétés allemandes, pas de soucis, ce sont des sociétés éligibles au PEA généralement. Vous voyez, hein, confirmation de l'adresse en Allemagne. Deutsche Telekom figure parmi les premiers opérateurs mondiaux de télécommunications, un peu comme son nom l'indique. Le chiffre d'affaires par activité se répartit avec les prestations de télécommunications pour 95,2%. Donc c'est globalement la plupart de ce chiffre d'affaires, même si vous voyez tous les détails ensuite.
Le développement de systèmes d'information et de communication représente 4,4%, vous voyez T-System ici, et il y a 0,4% ailleurs. Donc c'est bien dans les détails qu'il faut aller chercher la diversification, mais il y a bien toute la diversification d'une société de télécommunications, et je vous rappelle qu'on a fait partie d'une société parmi les premiers opérateurs mondiaux. La répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est 23,1% du côté de l'Allemagne, son pays d'origine, 13,7% en Europe. L'Amérique du Nord représente 62,8%, donc énormément, de son chiffre d'affaires, et 0,4% se trouve ailleurs. Donc c'est très centré quand même Amérique du Nord, néanmoins il y a quand même une répartition un peu partout, et donc du coup une diversification géographique, une diversification d'activités, un des premiers opérateurs mondiaux, je vous le rappelle, pas de souci pour mettre du vert pour Deutsche Telekom. Nous sommes dans la partie télécommunication principale au niveau du secteur. Donc je ne pense pas que nous ayons eu ce secteur dans ces sociétés-là, en tout cas. Télécommunication, je ne suis pas sûr du tout. On a eu de la communication, mais ils ne le mettent pas pareil. Ah, c'est bizarre. Eh bien, on va quand même le mettre en télécommunication, puisque c'est comme ça qu'il est affiché ici. On garde ce qui est affiché sur ce site TradingView pour garder la même source à chaque fois. Télécommunication principale. La capitalisation boursière, on va la trouver ici à 100,234 billions, donc 100 milliards. Affichons donc 100 milliards, c'est une d'euros, bien sûr, nous sommes en Allemagne. C'est une grosse capitalisation, toujours largement supérieure à 500 millions d'euros, pas de souci, c'est du vert. Évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice, voyons voir les éléments financiers pour Deutsche Telekom sur les 5 dernières années, ce qui ont été déclarés. Au niveau des trimestriels, pour le détail si vous le souhaitez, on n'a pas encore le Q4 2022, il arrive quand le 23 février. Nous regardons en annuel avec les chiffres que nous avons et nous regardons tout d'abord les barres en bleu et ça a l'air d'être très haussier pour la partie chiffre d'affaires. Nous étions à 74, puis nous montons à 75, puis 80 et enfin ça explose à la hausse à 101 avec la pandémie et à 108 après. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas ça explose à la hausse. 74,95 pour aller à 108,79, c'est complètement haussier année après année. 74,95, 108,79. 74,95, 108,79 pour un critère complètement vert affiché à 45%. Pour le chiffre d'affaires, son évolution sur 5 ans. En termes de bénéfices, la partie en rouge, ça se voit moins les barres, mais voyons voir, 3,46 millions de 17, donc là ça a diminué entre 2017 et 2018. C'est reparti à la hausse à 3,87, même plus élevé qu'au début, puis 4,16, puis 4,18. Donc globalement c'est haussier, juste une petite baisse entre 2017 et 2018. C'est donc un critère que nous allons mettre en vert clair avec cette hausse sur 5 ans et sur 3 ans, et juste cette petite diminution qui va faire un bémol. 3,46 à 4,18. 3,46 pour aller à 4,18, ça nous fait une hausse de 21% en vert clair. Les deux critères sont donc positifs, encore plus positifs pour le chiffre d'affaires que pour les bénéfices en termes d'évolution. Voyons voir du coup au niveau des prévisions si ça va continuer à être aussi positif dans les années à venir. Quelles sont les prévisions sur cette société, sur le titre? Au niveau cours de bourse, eh bien vous voyez sur l'année 25,49% à la hausse, quasiment pas en baisse, donc très positif du côté des analystes. Ils sont effectivement complètement à l'achat, ceux qui se mettent sur les 3 derniers mois. Et du coup, quelque chose qui peut effectivement expliquer ça, c'est les bénéfices qui vont même être faits dès cette année, en 2022, vous voyez. Après, on va faire un palier là en 2023, mais dès qu'on va avoir le 4e trimestre là, qui va arriver dans quelques temps, enfin, je vous l'ai dit un peu plus tard en février, et bien du coup, ça devrait être fortement à la hausse par rapport à 2021 au niveau bilan. Et après, ça ne va pas s'arrêter. Vous voyez, le 1,61 palier en 2023, mais après, ça continue à la hausse, 1,86 et 2,11. En termes de chiffre d'affaires, et bien là, nous continuons, nous étions à 108,79, ça continue à 114, puis 116, puis 119, puis 123, ça ne s'arrête pas. Du coup, et bien les deux critères, en vert et en vert clair, devraient poursuivre, peut-être pas avec les mêmes montants, ça les montants, ils vont peut-être un peu varier, mais par contre, eh bien, c'est bien positif pour les années à venir, c'est bien positif dans les prévisions en tout cas.
Voyons voir comment cela a porté le cours de bourse, puisque ça a l'air d'être assez stable sur les deux critères pour les années passées et les années à venir. Donc le titre DTE sur ETR, normalement on devrait le trouver, Deutsche Telekom. Sur les 5 dernières années, le titre est complètement positif et c'est pas très étonnant. 53,08% de hausse. Nous voyons bien la pandémie, hein, donc attention quand même, hein, vous voyez 29% de baisse ici par exemple. Si nous prenons sur 3 ans, si je prends le 7 février, nous étions ici, et nous avons eu encore 35,20% de baisse sur les dernières années. C'est une forte hausse sur 5 ans, sur 3 ans, plus de 5% par an en moyenne. Affichons donc en vert 53% de hausse, et ça va de pair avec les deux critères que nous avons vus avant et les prévisions. En termes de PER, du coup, on peut s'attendre à quelque chose de un peu élevé puisque c'est plutôt haussier et plutôt en croissance pour Deutsche Telekom. Le PER affiché quand nous mettons dans la liste, il est à 13,44. Eh bien non, c'est pas un PER élevé pourtant. Donc c'est un PER en plus intéressant avec des croissances affichées. Donc ça peut être très intéressant. Après, c'est peut-être le secteur qui appelle aussi des PER un peu plus faibles. Dans tous les cas, c'est un PER que nous trouvons dans notre zone relativement peu élevée, qui va de 10 à 17, un peu au milieu de cette zone. À 13, c'est la zone en vert clair. C'est le premier critère en vert clair parmi les grosses sociétés. Et ça vient conclure ce PER, tous les critères essentiels qui sont donc en vert ou en vert clair, et donc une société qui affiche un dossier complètement solide au niveau de ces critères essentiels pour cette société Deutsche Telekom. Allons voir qu'elle ne dégrade pas ce dossier au niveau dividende, cette société. Donc allons voir la partie financière avec les dividendes pour cette société de la télécommunication. Les dividendes. Le montant du dividende, eh bien, vous voyez par contre là, c'est pas complètement à la hausse. Le montant du dividende, 0,65 € par action en 2017, ça monte à 0,70, par contre ça a baissé en 2019, 0,60, c'est resté à 0,60 et c'est juste remonté à 0,64 en 2021. Du coup nous passons de 0,65 à 0,64, c'est une toute petite diminution, c'est une diminution quand même. Et donc du coup nous mettons le critère en orange parce que ça ne fait pas que de diminuer, mais c'est une petite diminution, 0,65 à 0,64. Avec l'inflation, vous pouvez considérer effectivement que c'est plus élevé que ça comme diminution. Et que là, nous allons afficher 2% de baisse. Donc pas grand chose non plus, pas de grande inquiétude. Au niveau du rendement, pour une société de télécom, nous avons un rendement qui est relativement fort, qui est même élevé, excusez-moi, puisqu'il est au-delà de 3%, c'est notre zone complètement en vert. C'est pas très étonnant pour une société mature dans les télécoms. 3% en vert, si nous arrondissons, et donc c'est un dividende qui est fort. Ce fort dividende, même si elle a un petit peu baissé, peut-être qu'on va avoir les explications sur la politique de distribution, et bien du coup allons voir comment est cette politique de distribution, ce ratio de distribution, ce ratio de paiement ici. Voilà ce qui s'est peut-être un petit peu passé, et bien vous voyez que le dividende avait l'air d'être, il était certes en augmentation, mais aussi au niveau du ratio de distribution, et donc la société sur les 3 dernières années semble avoir voulu le diminuer pour pouvoir garder davantage d'argent et investir, et ça c'est tout ça qui a pu aussi peut-être se voir sur l'évolution du chiffre d'affaires, puisque je vous rappelle donc là on diminue le dividende, mais si on va dans les déclarations, vous voyez qu'au niveau annuel, eh bien c'est là où ça explose aussi au niveau du chiffre d'affaires. Voilà, c'est peut-être en partie une politique pas que de distribution, mais la politique de l'entreprise qui a visé davantage d'investissement pour grossir et pour repartir un peu plus sur de la croissance. En tout cas, du coup, ça donne quelque chose de très variable. Nous avons du plus de 100% ici, donc un critère complètement en rouge en 2018, puisque la société faisait assez peu de bénéfices, mais qu'elle a augmenté encore son dividende pas mal, juste avant qu'elle le baisse. Nous avons du orange avec le 87 qui est ici, nous avons 2 fois du jaune avec les 73 qui sont là, et nous avons un vert clair qui est ici.
Du coup, si nous mettons un peu le tout, nous pouvons mettre du orange, car c'est pas non plus très bien géré, c'est pas très serein, mais néanmoins avec la nouvelle politique, ça a l'air de s'améliorer, et donc du coup, c'est un orange qui va un petit peu s'estomper et devenir même un peu plus jaune à l'avenir. Donc c'est plutôt pas mal le changement de politique qu'on a l'air d'entre-apercevoir, même si attention, ça peut tout aussi repartir dans l'autre sens, hein. Nous n'avons pas la maîtrise totale de ça. 91%, donc vous voyez, c'est même un gros orange, hein, en moyenne, mais ça c'est le 153% qui vient aussi augmenter cette moyenne, mais affichons donc le 91%, et effectivement c'est pas quelque chose de parfaitement géré au niveau de dividendes. Voilà pour le titre Deutsche Telekom, des critères essentiels qui sont effectivement dans le vert clair ou dans le vert, qui sont bons. Un dossier qui apparaît solide. Côté dividende, ça verse certes un fort dividende, mais ce dividende il a plutôt été baissé suite à probablement une politique de distribution revue à la baisse pour investir davantage, comme nous l'avons vu, mais du coup cette politique pour l'instant elle n'est pas complètement là sur toutes les 5 années que nous prenons, et donc du coup il reste encore des ratios de distribution élevés, d'où le critère en orange pour terminer avec ce ratio de distribution, et donc cette surveillance à faire tout de même sur la suite pour ce versement de dividendes pour cette société. Là on va changer de pays puisque nous allons aller en Espagne avec Inditex. Pour, vous le voyez, hein, le nom complet, Industria de Deniso Textile, dit Inditex, connu sous ce nom-là. ITX au niveau du ticker pour cette société espagnole. Inditex, c'est SAIB le... Peut-être. Inditex, oui c'est ça, ça a l'air d'être SAIB. Ah, il y a Extra aussi, oui mais non. SAIB, prenons SAIB, c'est très bien. De toute façon, c'est la société qui m'intéresse. Si on dézoome, est-ce qu'on va avoir l'éligibilité au PEA? Non. Boursorama, une fois qu'on n'est pas sur des sociétés françaises, elle n'a pas l'air de mettre l'éligibilité au PEA. Mais normalement, Inditex doit être éligible. Allons voir ça de suite. ABC Bourse va vous le donner aussi, hein, bien sûr. ABC Bourse, vous voyez, le SRD, donc pour les ventes à découvert, c'est non. Mais par contre, pour le PEA, c'est oui. Donc Inditex, société espagnole qui est bien éligible au PEA, je vous le confirme. Et Internet vient de nous le confirmer. Les informations, donc on retrouve l'Espagne ici, bien entendu. Cette société Inditex, elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. L'activité du groupe, elle s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits. On retrouve tout d'abord les vêtements, ensuite les articles de lingerie, les chaussures, les différents accessoires et les différents articles de maison. Vous voyez, décoration, salle de bain, linge de maison et ainsi de suite. Déjà une bonne diversification, hein, de famille de produits à ce niveau-là. Le chiffre d'affaires par source de revenus se ventile entre les ventes de magasins détenus en propre, 91,3%, les ventes aux franchisés, 7,3%, 7,8%, il y a des franchises, et il y a même ailleurs 0,9%. À fin janvier 2021, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6477 magasins répartis par enseigne. Et donc là, vous allez retrouver les différentes marques, hein, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oshia, Zara Home, Zara Kids par exemple. Et donc là, il y a tout l'aspect marque qui vient rentrer en jeu aussi. Donc une bonne diversification même de magasins en propre, de magasins en franchisé, des différentes enseignes, tout ça, ça fait pas mal de diversification. En termes de géographie, répartition géographique, cette diversification, on trouve 15,4% du côté de l'Espagne, son pays d'origine. L'Europe représente plus de la moitié, 50,7%. Les Amériques, 17,6%, et nous avons 16,3% que nous trouvons ailleurs dans le monde. Une grosse société du côté espagnol, bien diversifiée, et donc du coup, pas de souci pour mettre du vert côté business pour cette société dans la partie produits de consommation non durable, et nous sommes dans le sous-secteur des vêtements et chaussures. Produits de consommation non durable, ça nous avions déjà des sociétés telles que AB InBev par exemple, rien à voir au niveau des produits, mais le grand secteur est le même. Inditex, sa capitalisation boursière, nous sommes en dessous des 100 milliards, nous sommes à 90 milliards d'euros.
nous sommes en Espagne, hein, donc en euros. 90 milliards d'euros, ça reste une grosse capitalisation boursière affichée en vert, puisque nous sommes supérieurs à 500 millions d'euros. Voyons voir l'évolution en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices pour cette société. Donc les éléments financiers, les déclarations. Vous avez les trimestriels ici, on n'a pas encore le Q4 2022, il arrive quand il arrive le 15 mars, donc c'est pas tout de suite encore, assez tard pour ces résultats annuels. On voit directement la pandémie ici, qui a joué sur les bénéfices et le chiffre d'affaires. Revenons-en d'abord aux barres en bleu. Nous avons 25,34 millions, puis 26,14, puis 28,29. Ça avait l'air d'être sur une bonne tendance haussière. Ça s'est complètement écroulé à 20,40 pendant la pandémie et c'est remonté à 27,72. Donc pas tout à fait au même niveau que 2019 et donc c'est en diminution sur les 3 dernières années. Même si c'est pas énormément de diminution. Par contre, c'est bien en hausse sur 5 ans. C'est notre tendance en jaune qui est due à cette pandémie, Covid, mais du coup, ça nous fait bien une tendance en jaune et on va voir avec les prévisions, est-ce que la tendance plutôt haussière globale va reprendre. Nous passons de 25,34 à 27,72. 25,34 à 27,72, nous avons une évolution positive de 9%, même si nous l'affichons en jaune. C'est pas une forte évolution non plus. Au niveau bénéfice, voyons voir au niveau bénéfice comment ça se passe. Donc on voit tout de suite la pandémie, mais sinon c'est 3,37 puis 3,44, donc ça augmente un peu, 3,64 ça augmente, ça diminue à 1,11 millions et ça remonte à 3,24. Et bien c'est un peu la même chose, non c'est un peu différent puisque c'est en dessous en termes de bénéfices en 2021 par rapport à 2017, ça veut dire que la marge qui est faite ici est moins bonne que ce qu'elle était auparavant. Même si, attention, ça reste des résultats positifs, une société qui fait des recettes. Néanmoins, c'est en diminution sur 3 ans, en diminution sur 5 ans. Nous passons de 3,37 à 3,24 pour un critère que nous allons afficher en orange. 3,37 à 3,24, la diminution est de 4%. Rien de catastrophique, mais c'est quand même en petite diminution. Du coup, eh bien, ça fait des critères qui sont un peu moyens avec dû à cette pandémie, dû à cet arrêt avec la pandémie. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice, voyons voir au niveau des prévisions avec l'arrêt des pandémies, est-ce que ça va repartir complètement à la hausse ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé? Les prévisions pour cette société. Eh bien, les investisseurs, vous voyez, qui sont très répartis, les analystes, 4,35% en moyenne de hausse sur le titre. Bon, c'est pas très déterminé. Ils sont quand même plutôt à l'achat, ce qui se prononce sur les 3 derniers mois. Et ce qui va peut-être expliquer ça, c'est que quand même le bénéfice par action, effectivement, il a marqué un gros arrêt en 2020, mais par contre, depuis, il repart complètement à la hausse année après année. Et donc ce critère que nous avons mis en orange, probablement qu'il va bien s'améliorer. En termes de chiffre d'affaires, et bien là aussi, la hausse continue, 32, 33, 35, 36, vous voyez. Et donc du coup, ces deux critères, même s'ils ne vont pas repartir très fortement à la hausse, on n'est pas sur une société en pleine croissance non plus, globalement ça va être croissant et ça va repartir beaucoup plus positif sur le titre par rapport à ce que ça n'apparaît actuellement. Et du coup ça va peut-être porter le cours de bourse, donc le cours de bourse il a dû être affecté effectivement par ce qui s'est passé, mais il va être aussi affecté puisque les investisseurs ont tendance à anticiper par le futur qui s'améliore. Allons voir ça de suite. ITX pour le ticker. Nous allons trouver Inditex ici, BME, oui c'est très bien. Nous sommes à 27,66 ici, ok. 27,70, c'est parfait. Sur les 5 dernières années, voilà, vous voyez beaucoup de volatilité, beaucoup de grandes baisses, beaucoup de grandes hausses. Si vous voyez des baisses de 30% ici, 32, ici même 37. Vous voyez une hausse sur les derniers mois là depuis septembre, fin septembre, c'est 31% de hausse. Donc, voilà, beaucoup de volatilité sur un titre comme ça. Bien faire attention effectivement à vos timings d'entrée, puisque si vous prenez que les points les plus hauts, vous avez l'impression d'être en baisse. Si vous prenez que les points les plus bas, vous pouvez faire quand même des choses très intéressantes. Même sur un titre où vous voyez sur 5 ans,
eh bien si vous étiez là depuis 5 ans, vous avez rien fait du tout au niveau du titre, peut-être en termes de dividendes, on va voir ça après, mais en termes de bourse, de plus-value, vous avez quasiment rien fait, puisque 3,28% de hausse seulement sur 5 ans, c'est une toute petite hausse. Si je prends par rapport au 7 février, là ça va être un peu en baisse, 13,14% de baisse. En baisse sur 3 ans, hausse sur 5 ans, c'est dans notre critère en jaune, notre zone moyenne, il va falloir que ça se détermine et nous allons afficher le 3%. Rien de très étonnant, puisque par rapport à... Tiens, c'est très étonnant que j'ai... Ah oui non, j'ai peut-être affiché 3%, ça me va. 3% en jaune ici. Rien de très étonnant dans le sens où effectivement ça corrobore assez avec les deux critères assez neutres que nous avons vus avant d'évolution de chiffre d'affaires et de bénéfices, et pour l'instant effectivement les prévisions futures n'ont pas l'air de porter plus que ça, même si on a vu une dernière impulsion quand même bien à la hausse. Mais après il y a aussi la macroéconomie bien sûr qui vient rentrer en jeu. En termes de PER, Inditex, le PER il est moyen. 23,54, il est plutôt dans la zone haute de la zone moyenne, c'est la zone qui va de 17 à 25, nous allons afficher 24 du coup en jaune. Donc les investisseurs ils sont quand même positionnés pour effectivement probablement les prévisions futures, mais là aussi ils sont pas non plus complètement en train de lâcher le titre, non plus en train de l'acheter massivement. Et donc nous avons quelque chose de très neutre au niveau de tous ces critères, de très mitigé au niveau de tous les critères essentiels pour ce titre Inditex. Tout ça s'expliquant avec la pandémie. Cela pourrait s'améliorer au niveau bénéfices et chiffre d'affaires, et donc du coup cela pourrait aussi améliorer côté cours de bourse et PER si tout ça s'avère exact. Voyons voir en termes de dividendes pour une telle société bien implantée, bien mature, comment elle gère sa partie financière, sa partie dividende, c'est le montant des dividendes qui nous intéresse dans un premier temps. Et vous voyez qu'elle a une politique de versement de dividendes qui a l'air de suivre un peu l'évolution de bénéfices ou des choses comme ça, puisque elle a bien diminué son bénéfice à certains moments. Nous n'avons pas le dernier dividende affiché, on va prendre les 5 que nous avons, on ne sait pas pourquoi on n'en a pas, à moins qu'elle n'en a pas versé en 2021. On peut aller voir rendement bourse. On va aller voir ailleurs, voir si on la met comme une action qui n'en verse plus. Inditex. Parce que quand même 2021 ça date un petit peu. Un dividende, si par exemple nous allons sur Investing, c'est très bien. Bien sûr elle a versé des dividendes, c'est juste que c'est pas affiché du coup. Alors, et bien du coup, si on va sur des rendements bourse ou des choses comme ça, est-ce qu'ils vont nous afficher? Allons sur Morning. Est-ce que rendement bourse n'a pas l'air d'être là? Est-ce que Morning, il va nous le mettre? Les actions. Vous avez plein de sites qui vont vous permettre. Là, j'essaye d'avoir quelque chose d'un peu visuel pour vous. Même si sur le site Investing on avait déjà tout. Alors Inditex ils connaissent pas. Ah oui, c'est peut-être parce qu'ils connaissent que le titre complet, c'est peut-être pour ça. Voilà, Indesa de CEO Textile. Voilà, c'est même pas à jour au niveau du titre, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là vous voyez le dividende, donc on retrouve cette chute de dividende et ce dividende au plus haut ici. 0,62, 0,53, est-ce que ce sont les mêmes chiffres qui sont affichés? Je ne sais pas. 0,75 en 2020. 0,75, non pas du tout. Bon. Alors je ne peux pas vous dire pourquoi ce ne sont pas les mêmes chiffres qui sont affichés. Je ne sais pas s'il y en a qui sont 1 euro, pourtant normalement on devrait tout avoir 1 euro. L'évolution plutôt positive des dividendes, c'est ça qui m'intéresse, surtout sur cette évolution. Là c'est peut-être juste décalé aussi, attention. Il est peut-être décalé d'1 an par rapport à ce que fait Morning, c'est-à-dire qu'il y en a un qui prend peut-être l'année de distribution et l'autre qui prend l'année financière. C'est peut-être ça qui se passe. Du coup, retournons sur nos critères que nous avions ici. Nous pouvons prendre ça comme référence, pas de souci. Il faudra aller plus dans le détail, peut-être aller voir sur le site de l'entreprise exacte pour aller voir ses versements exacts. Mais sinon, nous avions 0,61 ici, 0,71, ça s'est effondré à 0,28.
0,57, ça me paraît quand même décalé, hein, mais 0,28, 0,57, 0,75, et donc du coup, globalement, nous passons de 0,61 à 0,75, tout ça pour aller sur un critère en vert clair, c'est ça qui est important, c'est la tendance, et qui est plutôt positive, même si on voit que ça dépend des années, et nous avons 23% de hausse de dividendes, du montant du dividende en vert clair. Ce rendement pour une société bien mature, c'est 3,71 par rapport au cours de bourse actuel, donc 4% en moyenne, bien dans notre zone en vert, un fort dividende, comme nous avions sur Novartis. Pour une société mature comme Inditex, ce n'est pas étonnant. Le ratio de distribution, allons voir comment elle gère sa partie dividende. Alors comme c'est un peu décalé et comme là c'est très élevé, je vais aller voir sur au niveau ratio de distribution, le site qui est bien, c'est Devenir Rentier. Où là vous pouvez avoir effectivement des informations qui peuvent être intéressantes. Sur Morning, des fois c'est bon, mais des fois c'est un peu n'importe quoi sur ce critère-là. Sur les autres, généralement c'est pas trop mal. Mais voilà, je m'attendais effectivement à ce que le 214 soit un peu décalé. Je pense qu'ils ont complètement décalé leurs dividendes. Donc on va prendre ces ratios-là qui me paraissent bien mieux et bien plus représentatifs. Vous voyez, je pense que c'est représentatif de ce que nous avons un peu avant. Mais je pense que là, il y a eu un décalage et je ne sais pas pourquoi. Du coup, on va considérer que ce sont ces chiffres-là qui sont bons, ça me paraît vraiment pas mal, parce que ça fait un peu plus une politique effectivement de distribution. Et donc nous avons trois critères qui sont dans notre zone en vert clair, ici, avec les 63, 68 et 68. Nous avons un critère qui va dans notre zone en jaune, qui va de 70 à 80%, et nous avons un critère en rouge, en dessous des 100% quand même. Et donc ça veut dire que la société, elle a quasiment tout verser ses bénéfices, elle n'a pas vraiment réinvesti, mais par contre elle n'a pas eu besoin ni de puiser dans ses réserves, ni de s'endetter, elle avait quand même tout à disposition en bénéfices, et ça c'est important. Du coup, eh bien, on va calculer ça, puis ça va nous donner, on va mettre un critère dans la zone en jaune, puisque c'est assez moyen, hein, on a du jaune, du rouge et du vert clair. Et du coup, si je prends 63, 68, 68, 75, 99. 63, 68, 68, 75 et 99, cela fait une moyenne de 74,6, ça a totalement sa place dans notre zone en jaune, avec 75% d'affichés. Voilà, on s'en sort, vous voyez que des fois il faut aller parcourir un peu les informations sur les différents sites pour essayer de se faire la meilleure idée, hein. On pourrait aller beaucoup plus dans le détail et aller vérifier aussi entre les différents sites, hein, bien entendu. Essayez de ne pas vous faire non plus des vidéos trop longues sur chaque analyse, pour chaque action, pour pas que ça soit trop long pour vous. Comme ça vous pouvez déjà cibler par les timecodes la société qui vous intéresse, et en tout cas sur la société Inditex, voilà le bilan, avec quelque chose qui apparaît très mitigé au niveau des critères essentiels, au niveau de tendance, hein, puisque ça ne veut pas dire que la société va mal, c'est une société solide, très mature, mais néanmoins il n'y a pas de grande progression, parce que la pandémie est passée par là, mais ça devrait s'améliorer, notamment les prévisions en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires qui devraient améliorer le reste. En termes de dividendes, c'est effectivement une société mature qui verse des dividendes qui sont plutôt en augmentation, même si elle n'a pas tendance elle n'hésite pas à les diminuer quand c'est le cas. Et cette politique de versement, elle est assez moyenne. C'est une société mature et donc du coup qui ne garde pas massivement du bénéfice